Monsieur Girard. Oui, bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Le SNALC se centrera évidemment sur la situation en cette rentrée scolaire dans le premier degré et la situation de l'école. L'école est en crise, ce n'est pas une surprise. Nous vous le disions déjà l'année dernière et nous vous le disions déjà il y a 2 ans. Donc une crise qui dure, moi ce qu'on m'a appris c'est qu'on commençait à appeler ça une dépression, donc l'école est en dépression. On en a des indicateurs officiels. Ma collègue a rappelé l'enquête bien-être. Je vous en donne 2-3 indicateurs pour que vous vous rendiez compte du niveau de dépression de l'école. Sur la satisfaction au travail, pour les Français qui ont un bac plus 3 et plus, il l'évalue à 7,3 sur 10. Pour les enseignants du premier degré titulaires, qui, je le rappelle, ont un bac plus 5 ou un niveau bac plus 5, elle est à 6,1 sur 10. Pour les remplaçants, à 5,4 sur 10. C'est-à-dire que, je crois qu'il faut quand même qu'on se le dise, l'image d'Épinal de l'enseignant qui est tranquille, qui gère son emploi du temps, qui a plein de vacances, qui se la coule douce, etc., c'est une image complètement fausse. Aujourd'hui, l'enseignant du premier degré, il est débordé, submergé, il a des difficultés en classe, il a des difficultés hors de la classe, il a énormément de pression, et pour beaucoup d'entre eux, ils ont envie de faire autre chose. Ça, on le constate très clairement dans notre organisation syndicale. Tout ce que l'on organise en termes de réunions sur comment quitter l'éducation nationale. Voilà. Quelles sont les possibilités? Ce sont malheureusement nos best-sellers, si je puis dire. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui existait il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ce n'était pas du tout des demandes qui venaient de la part de nos collègues. Alors, il ne faut pas s'étonner, puisque autre indicateur, sur le sentiment que notre métier est valorisé dans la société, 2,5 sur 10. Avec ça, on ne va pas très loin. Sur le niveau de rémunération, 3,4 sur 10. Voilà. Donc là, je vous dis, les chiffres du ministère, je ne les invente pas. Donc effectivement, moi, j'aimerais, et j'espère qu'un jour, je le pourrai, venir en cette rentrée, vous parler pédagogie, vous parler plaisir d'enseigner, parce que, oui, normalement, on fait ce métier pour ça. Vous parler, effectivement, de l'humanité qu'il y a à accompagner les élèves en situation de handicap, parce que c'est un très beau projet, l'école inclusive. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le faire, malheureusement, ce panégyrique de notre profession, parce que ce n'est pas ce que nous remontent nos collègues. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Sur la rémunération, alors, on reste dans notre rôle d'organisation syndicale représentative. Nous savons que c'est vous qui votez le budget. Effectivement, il y a eu un décrochage de la rémunération des personnels de l'éducation nationale, non seulement par le gel du point d'indice, mais aussi un décrochage au sein de la fonction publique et au sein de la fonction publique d'État. À niveau de diplôme égal et même supérieur, puisque nous sommes une profession enseignante à bac plus 5, les enseignants sont sous-payés, très clairement. Donc ça, on peut y faire quelque chose. On peut programmer un rattrapage salarial, parce qu'il s'agit ici de rattrapage salarial. Il s'agit de perte de pouvoir d'achat massive qui s'étale sur plusieurs décennies. Sur la question de la pénibilité, qui est un mot qui en fait n'existe pas dans l'éducation nationale, puisque, à en croire la dernière réforme des retraites, il n'y a pas de pénibilité, il n'y a pas de facteur de pénibilité dans l'éducation nationale. Ce qui fait que d'ailleurs que les personnels de l'éducation nationale sont ceux qui se prennent le plus de plein fouet la dernière réforme des retraites. Ils arrivent souvent tard dans le travail et donc ils vont partir très très tard. Bon courage à un professeur des écoles de 67 ans en maternelle. Imaginez. Et effectivement, beaucoup de personnes s'en rendent compte, d'où le déficit d'attractivité qui a gagné le premier degré depuis quelques années, des académies qui ne font plus le plein, d'autres académies qui remplissent, mais tout juste. Quand on compare le nombre de candidats et quand on voit l'évolution du nombre de candidats au concours de recrutement des professeurs des écoles, c'est affligeant, affligeant. Un chiffre aussi qui peut vous intéresser, on en est maintenant à 3,7% de démissions d'enseignants stagiaires. Je rappelle que vers 2010, on était sous les 1%. Donc,
pour 100 professeurs des écoles qu'on recrute, on sait déjà qu'il y en a 4 qui finiront pas l'année. Et qu'il va falloir remplacer par des contractuels qui seront sous-formés. Et quand je dis sous-formés, c'est souvent pour dire non formés. On pourrait bénéficier de la baisse de la démographie, qui touche effectivement le premier degré, pour alléger la taille des classes. Ce n'est pas le chemin qu'on est en train de prendre, malheureusement. Et ce qui fait qu'en plus, ça complexifie les possibilités de mutation, de mouvement des professeurs des écoles. Un enseignant qui est en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, il n'a quasiment aucune chance d'en sortir. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ait du mal à recruter dans l'académie de Créteil. Un point sur l'école inclusive. Mes collègues en ont pas mal parlé, mais je crois que c'est un sujet absolument fondamental aujourd'hui. Dans tout ce que l'on fait au SNALC sur la question de la souffrance au travail, quand un professeur des écoles vient nous voir, je dirais 2 fois sur 3, il nous parle de l'inclusion scolaire. Il nous parle des conditions de l'inclusion scolaire. Les professeurs des écoles ne sont évidemment pas opposés à accueillir des élèves en situation de handicap dans leur classe. J'aimerais quand même que cela soit bien dit. En revanche, on les accueille n'importe comment. Ça fait souffrir l'élève, ça fait souffrir les autres élèves, ça fait souffrir les enseignants, ça fait souffrir les ATSEM, ça fait souffrir les accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est très violent, très très violent. Et pour répondre à votre question, Madame la Présidente, les passes ne changeront rien à cela, puisqu'on est sur une gestion quantitative, alors que nous, au SNALC, on a toujours défendu une gestion qualitative. 9 secondes sur la direction d'école, il va falloir être rapide. Effectivement, la loi RILAC n'a rien changé, sinon qu'on a finalement rajouté des missions aux directrices et aux directeurs, qu'on n'a pas beaucoup amélioré leur décharge, et qu'effectivement, ils se retrouvent souvent pris entre deux feux. Donc nous comptons sur vous, peu importe votre appartenance politique, à un moment, pour trouver des majorités, pour défendre l'école de la République. L'école de la République, elle en a besoin. Ce sont les personnels qui la tiennent à bout de bras et les personnels fatiguent. Je vous remercie. Sur la laïcité, le SNALC, de toute façon, travaille dessus depuis très longtemps et avait voté la loi de 2004, donc nous continuons à l'appliquer. Au niveau des questions hétérogénéité, effectivement, il y a une très forte question chez les collègues sur la gestion de l'hétérogénéité. Alors, c'est une gestion qui ne s'améliore pas quand les classes sont nombreuses, puisque plus on a d'élèves et plus on a d'hétérogénéité et plus c'est compliqué. D'où la demande d'avoir des classes avec des effectifs raisonnables. Ce n'est pas uniquement une question qui va se régler sur la formation initiale et ou continue, c'est aussi des questions qui se travaillent en équipe et qui s'apprennent au fur et à mesure. Puis on rappelle qu'il y a de plus en plus de professeurs dans le premier degré qui n'en ont pas de formation initiale, puisqu'on augmente chaque année le nombre de contractuels. Donc la formation initiale, ça ne va pas résoudre ces cas-là, très clairement. Un point aussi sur cette question de l'hétérogénéité, parce qu'elle est liée à ce qu'aujourd'hui on appelle les élèves à besoins éducatifs particuliers, les EBEP, qui est en fait un glissement de l'école inclusive. On voit de plus en plus, et c'était le cas d'ailleurs dans le dernier travail interministériel qui était mené, on voit de plus en plus disparaître le mot handicap. J'attire votre attention là-dessus. On prévoyait de renommer les AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap, les assistants de réussite éducative. Quel mot disparaissait? Handicap. Voilà. On ne s'intéresserait plus avec les PASS, puisque c'est aussi une évolution entre les fameux PIAL et les PASS. On ne s'intéresserait plus au champ des PIAL qui était le handicap, mais au champ des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors le SNALC vous le dit, il y a 100% d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Chaque élève a des besoins éducatifs particuliers. Sauf qu'à l'arrivée, effectivement, il y a un professeur des écoles dans la classe et on risque d'avoir de moins en moins d'AESH puisqu'on a bien compris qu'il y avait une volonté de gestion quantitative, de rationalisation. Je rappelle qu'on a aujourd'hui de moins en moins d'inclusion individualisée, c'est-à-dire un AESH qui suit un élève sur l'ensemble de son temps scolaire, et que la majorité aujourd'hui, ce sont des inclusions mutualisées, c'est-à-dire j'ai 6 heures d'AESH, j'ai 3 heures d'AESH, ou j'ai un personnel AESH, métier sous-payé
93% de femmes, qui suit plusieurs élèves dans la même classe. Effectivement, ça n'a pas forcément la même qualité d'accompagnement que d'avoir quelqu'un qui pourrait en plus suivre l'élève d'année en année, ce qui serait aussi une vraie amélioration. Aujourd'hui, les PIAL, c'est un tableur Excel, on casse des AESH dans les cases, et puis quand on a de nouvelles notifications qui arrivent, hop, on change. Donc on a bien compris que l'éducation nationale qui veut se charger désormais des notifications et notamment des quotités horaires, eh bien, ça, effectivement, c'est plus pratique si on choisit les quotités horaires et qu'on sait de quel personnel on dispose. On pourra rationaliser. Ça ne veut pas dire que les enfants seront mieux accompagnés, au contraire. On n'a pas trop parlé du numérique, ça avait été abordé. Le SNALC a une position très simple sur le sujet, c'est que le numérique, c'est à la main de l'enseignant. Et effectivement, il y a d'énormes plans d'équipement de la part de collectivités locales. Alors, c'est moins le cas à l'école primaire au vu des budgets des mairies, mais néanmoins, nous, on rappelle que ça doit venir de l'enseignant. L'enseignant a une liberté pédagogique, c'est quand même un élément assez important de notre profession. C'est à lui de savoir s'il a besoin de tel ou tel matériel numérique. Et effectivement, on a beaucoup de choses qui se font d'en haut vers en bas, et ensuite les collectivités s'étonnent que les enseignants n'utilisent pas le beau matériel numérique mis à disposition, mais parfois on n'a rien demandé en fait, et on n'en a pas forcément besoin. Sur la maternelle, un point qui peut aussi expliquer les difficultés à recruter des ATSEM, même si nous ne les représentons pas, mais qui va aussi avec les professeurs des écoles, qui ont les mêmes difficultés ici. La maternelle et les petites et moyennes sections n'ont pas bénéficié des dédoublements de classes en éducation prioritaire. Et ce sont aussi les endroits où on ne va pas encore avoir de moyens d'accompagnement pour des élèves en situation de handicap, pour des élèves qui ont des troubles des apprentissages. La petite section de maternelle, notamment, c'est un endroit où le temps que tout le processus se fasse, et il faut déjà dépister ce qu'il y a chez l'enfant qui nécessiterait un accompagnement, l'enfant est déjà en moyenne section. Donc effectivement, on attire vraiment l'attention sur la petite section de maternelle. C'est le lieu de toutes les difficultés aujourd'hui pour les professeurs des écoles et sans aucun doute aussi pour les ATSEM. Alors, sur la question du moratoire sur les zones rurales, sur le principe, oui. Maintenant, la problématique, c'est, vous allez la voir dans pas longtemps, c'est qu'on fonctionne dans un budget et qu'effectivement, comme le budget est ce qu'il est, on a parfois des tendances à avoir des vases communicants, c'est-à-dire qu'effectivement, les DAZEN ont des effectifs limités, ont des nombres de remplaçants qui est en chute libre et en fait on déshabille les uns pour habiller les autres. En revanche, la problématique du rural, elle est insuffisamment traitée, très clairement. On parlait des écoles orphelines. La problématique du fait qu'on ait créé les réseaux d'éducation prioritaire école-collège, c'est qu'effectivement il y a certaines écoles qu'on a laissées en dehors du champ. Et ça, c'est absolument pas normal parce qu'elles ont des caractéristiques qui font qu'elles devraient être dans le champ. Sur les dédoublements, en tous les cas, nous, ce qu'on dit au SNALC, c'est effectivement une nette amélioration sur le climat scolaire, sur le fait de pouvoir avoir plus de contact avec chaque élève. C'est quelque chose qui a été limité à certaines classes dans le réseau d'éducation prioritaire. Je crois que pour nous, c'est au moins quelque chose qui montre que oui, la taille des classes est un problème en France. Donc il faut quand même qu'on s'en saisisse et qu'on utilise cette baisse démographique pour faire quelque chose et de ne pas se dire « Ah bah justement, on va pouvoir rogner un petit peu sur les moyens de l'école ». J'ai eu une AESH privée l'année dernière dans ma classe, donc je pourrais vous en parler à l'occasion, mais c'est la même logique que école publique, école privée et encore plus école privée hors contrat qui a été évoquée. C'est qu'à un moment, s'il y a une perception réelle ou erronée, mais sur la question de l'inclusion scolaire, malheureusement souvent réelle, que le public ne fait pas le job, eh bien effectivement, les familles qui peuvent se le permettre, et ce n'est pas toutes les familles, loin de là, vont payer pour avoir le service et l'accompagnement en fait, auquel elles ont droit. Et de ce point de vue-là, les PIAL n'ont pas du tout amélioré les choses, puisqu'on a quand même plutôt tendance à avoir des va-et-vient d'AESH, sans compter le turnover propre au métier d'AESH, c'est-à-dire que c'est un métier compliqué, mal payé, donc il y a beaucoup de personnes qui abandonnent aussi en cours de route.
La mesure numéro 1, c'est le rattrapage salarial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais s'il y en a une, c'est celle-là. Sur les leçons de morale, il y a un enseignement moral et civique à l'école. C'est 1 heure, je crois, en élémentaire et 1/2 heure en collège et en lycée ensuite. Les programmes sont déjà bien remplis, on va dire. Donc il y a des choses qui sont faites. La question des IPS sur l'allocation des moyens, nous on pense que c'est une piste intéressante. En tous les cas, on a quand même des chiffres qui montrent qu'il y a des différences public-privé sur le public accueilli. C'est également le cas d'ailleurs des élèves en situation de handicap. Ils sont beaucoup plus accueillis dans le public que dans le privé. On n'a pas parlé des RASED du tout depuis le début, donc je voulais quand même mentionner qu'il faudrait les remettre à flot, les réseaux d'aide aux élèves, parce que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de collègues aujourd'hui.